Tu regardes ton compte. Tu te dis que ce mois-ci, tu vas enfin épargner. Et puis, il y a la livraison juste une fois, le petit abonnement oublié, le trajet plus pratique, le snack, ça va, c'est rien. Le paiement fractionné, ça ne fait que quelques euros. À la fin du mois, tu ne sais même pas où l'argent est parti. Et le pire, tu travailles, tu fais des efforts, tu n'es pas irresponsable. Mais malgré ça, ton argent disparaît. Écoute, ce n'est pas toujours un problème de revenus. Très souvent, c'est un problème de système. Voilà le truc. On t'a fait croire qu'épargner beaucoup d'argent, c'était réservé aux gens très disciplinés, très riches ou carrément radicaux. Comme si pour économiser, il fallait vivre frustré, couper tout plaisir, refuser toute sortie et transformer sa vie en punition financière. C'est faux. Le point important, c'est que les gens qui arrivent à épargner ne sont pas forcément meilleurs que toi. Souvent, ils ont juste mis en place des mécanismes plus intelligents. Ils ont compris une chose que la plupart des gens ratent complètement: on ne sauve pas son argent avec de grandes décisions héroïques. On sauve son argent avec de petites décisions répétées, presque invisibles. Et voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas: tu peux améliorer énormément ta situation financière sans augmenter ton salaire tout de suite. Pas pour toujours, pas à l'infini, mais dès maintenant. D'ailleurs, les données vont dans ce sens. Dans le rapport 2024 de la Réserve fédérale américaine, 51% des adultes ont dit avoir dépensé moins que leurs revenus le mois précédent, mais seulement 55% déclaraient avoir une épargne d'urgence couvrant 3 mois de dépenses, et 63% disaient pouvoir gérer une dépense imprévue de 400 $ uniquement avec du cash ou son équivalent. En clair, beaucoup de gens gagnent de l'argent, mais une grosse partie reste encore fragile au moindre choc. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas te sortir les conseils mous qu'on répète partout. Je vais te donner 6 astuces simples mais puissantes que tu peux appliquer immédiatement. Et non, le but n'est pas de te faire culpabiliser. Le but, c'est de te faire voir l'argent autrement. Parce qu'à partir du moment où tu comprends comment ton argent s'échappe, tu peux enfin commencer à le retenir. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Première astuce: épargne avant de respirer, pas après avoir tout dépensé. La majorité des gens fonctionnent comme ça. Je reçois mon argent, je paie ce qu'il faut, je vis ma vie et s'il reste quelque chose, j'épargne. Ah non, c'est exactement la méthode qui t'empêche d'épargner. Parce qu'en réalité, ce qu'il reste ne reste presque jamais. Il y a toujours un imprévu, une envie, une excuse, un petit truc pas grave. Et les petits trucs pas graves, mis ensemble, deviennent une fuite permanente. Ce que tu dois faire, c'est l'inverse. Dès que l'argent entre, une partie sort vers ton épargne. D'abord, pas à la fin, au début. Les autorités de protection financière comme le CFPB recommandent justement cette logique de Pay Yourself First et d'automatisation, c'est-à-dire mettre une somme de côté avant de commencer à consommer. Le CFPB explique aussi que mettre l'épargne en automatique est l'un des moyens les plus simples de rendre l'effort régulier. Là, tu te dis peut-être « Oui, mais moi je n'ai pas assez pour faire ça ». Regarde, personne ne te demande de commencer avec une somme impressionnante. Le problème, ce n'est pas de démarrer petit. Le problème, c'est de ne jamais démarrer. Si tu mets de côté 3 €, 8 € ou 15 €, peu importe ton niveau, tu crées une nouvelle règle mentale. Mon argent n'est pas entièrement disponible. Et cette phrase change tout. Parce qu'un compte, ce n'est pas juste un chiffre, c'est un signal psychologique. Quand tu vois tout ton argent dans le même espace, ton cerveau croit que tout est dépensable. Quand tu sépares, ton cerveau comprend qu'une partie est intouchable. Pense à ça comme à une maison. Si tu laisses ta porte ouverte, ne sois pas surpris que tout le monde entre. Ton compte principal ouvert à toutes les dépenses, c'est la même chose. Il faut créer une pièce fermée. Cette pièce, c'est ton épargne. Donc, concrètement, le jour où tu reçois ton revenu, programme un transfert automatique vers un compte séparé. Pas demain, pas quand tu auras le temps, automatique. Et ce n'est pas juste du bon sens populaire. La recherche en économie comportementale montre depuis longtemps que les options automatiques et les choix par défaut augmentent effectivement l'épargne, parce qu'ils réduisent la friction, l'oubli et la tentation de reporter. Deuxième astuce. Attaque les dépenses invisibles, pas seulement les grosses dépenses. Quand on parle d'économiser, tout le monde pense au loyer, à la voiture, aux grosses factures.
Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent presque pas. Les fuites les plus dangereuses sont souvent celles qu'on ne ressent presque pas. Les abonnements oubliés, les achats impulsifs à faible montant, les frais de livraison, les paiements fractionnés, les snacks automatiques, les petits taxis, juste aujourd'hui, les offres moins de 5 €. Tout ce qui semble minuscule mais qui revient encore et encore. C'est comme une bouteille percée. Tu peux continuer à la remplir autant que tu veux, si elle est percée de partout, elle ne sera jamais pleine. Et là, beaucoup de gens font une erreur énorme. Ils veulent devenir meilleurs en budget sans devenir meilleurs en observation. Impossible. Pendant 7 jours, note tout. Tout. Même les petites sorties d'argent qui te semblent ridicules. Surtout celles-là. Parce que ce qui ruine un budget, ce n'est pas seulement le montant, c'est la répétition. Un exemple simple, imagine quelqu'un qui dépense 3,90 € par jour dans de petits achats non planifiés. Ce n'est pas spectaculaire, ça ne fait pas peur, mais sur 30 jours, ça fait 114 € par mois. Sur un an, 1372 € par an. Tu vois le problème? Ton futur n'est pas détruit par une grosse explosion, il est souvent rongé par une pluie de mini-erreurs. Les statistiques de dépenses des ménages montrent bien à quel point les petites habitudes finissent par devenir massives. Aux États-Unis, le Bureau de Labor Statistics indiquait qu'en 2024, les ménages consacraient en moyenne 3 945 $ par an à la nourriture prise hors domicile, soit environ 329 $ par mois. Je ne te dis pas de ne plus jamais manger dehors. Je te dis de sortir du mode automatique. Le point important, c'est que beaucoup de gens achètent pour éviter une sensation, pas parce qu'ils ont un besoin. Fatigue, stress, ennui, pression sociale, récompense. Donc, la vraie question n'est pas seulement « qu'est-ce que j'achète ?» La vraie question, c'est « dans quel état je dépense ?» Si tu es stressé, tu consommes plus vite. Si tu es fatigué, tu choisis la facilité. Si tu es frustré, tu te récompenses. Et ton compte paie pour ton émotion. Troisième astuce. Réduis tes 3 plus grosses catégories avant de chercher des économies partout. Écoute, arrêter un café de temps en temps, c'est bien. Mais croire que ça va transformer ta vie financière pendant que tes vraies grosses dépenses restent intouchées, c'est de la distraction. Les chiffres de dépenses des ménages en 2024 montrent que le logement représentait 33,4% des dépenses et le transport 17,0%. À eux deux, ces deux postes faisaient environ 50% du budget total moyen. Donc, si tu veux épargner beaucoup, tu dois regarder là où l'argent part beaucoup. Regarde ton logement, regarde ton transport, regarde ton alimentation. Ce sont souvent les 3 leviers les plus puissants. Là, tu te dis peut-être « Oui, mais je ne peux pas changer de maison comme ça. » Très bien. Alors, arrête de penser en tout ou rien. Tu n'as pas besoin de tout bouleverser en une journée. Tu dois chercher les ajustements à fort impact. Par exemple, regrouper certains déplacements, éviter les trajets chers et inutiles, préparer plus de repas simples à l'avance, revoir une habitude coûteuse du week-end, négocier un service, partager un coût quand c'est pertinent, supprimer un confort que tu paies cher mais que tu apprécies à peine. Regarde, beaucoup de gens veulent une stratégie sophistiquée alors qu'ils n'ont même pas optimisé l'évidence. Tu veux une analogie ? Quelqu'un qui essaie d'économiser sur des pièces pendant que la porte principale du budget reste ouverte, c'est comme quelqu'un qui écope de l'eau avec une cuillère alors que le bateau est fissuré. Commence par les gros trous. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parfois, une seule décision structurelle vaut plus que 50 petits sacrifices. Un exemple concret. Imaginons 2 personnes. La première se prive de petites dépenses et économise l'équivalent de 2,3 € par jour. Bravo, c'est bien. La deuxième réorganise son transport ou son mode de consommation alimentaire et économise entre 61 et 122 € par mois, sans avoir l'impression de souffrir en permanence. Qui avance le plus vite? La deuxième. Moralité, ne confonds pas effort visible et résultat réel. Quatrième astuce. Utilise la règle des 24 heures pour casser les achats impulsifs. Voilà le truc. Ton cerveau adore l'urgence artificielle. Offre limitée, dernière pièce, promotion aujourd'hui, paiement en 4 fois, tu le mérites, ce n'est pas si cher. Regarde comme c'est dangereux. La plupart des achats inutiles semblent raisonnables au moment exact où tu veux les faire. C'est pour ça que tu as besoin d'un délai. La règle est simple. Tout achat non essentiel au-dessus d'un seuil que tu définis toi-même doit attendre 24 heures. Pour certains, ce sera 8 €. Pour d'autres, 15 €, 30 € ou plus. Le montant importe moins que la règle. Pourquoi ça marche?
Parce qu'un achat impulsif vit de l'émotion immédiate. Quand l'émotion baisse, la clarté revient. Les psychologues du comportement expliquent depuis longtemps que lorsque la maîtrise de soi est affaiblie, les gens ont tendance à dépenser davantage et à acheter plus. Autrement dit, la dépense impulsive n'est pas qu'un problème d'argent, c'est aussi un problème d'état mental et de timing. Donc non, tu n'es pas nul en argent. Parfois, tu es juste fatigué, surstimulé ou exposé à trop de tentations au mauvais moment. La règle des 24 heures te redonne du pouvoir. Et voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Quand tu n'achètes pas quelque chose, tu ne fais pas que garder de l'argent. Tu achètes de l'espace, de l'air, du temps, de la marge. Moins de pression à la fin du mois, moins de panique au moindre imprévu. Ce n'est pas sexy, mais c'est ça la vraie richesse au début, la marge. 5e astuce, donne un nom précis à ton épargne. Celle-là paraît simple, presque bête, mais elle est redoutable. Ne mets pas de côté pour épargner un peu. Épargne pour quelque chose de nommé. Fonds d'urgence, permis, ordinateur de travail, formation, apport, voyage payé cash, capital de départ, tranquillité de 3 mois. Pourquoi? Parce que l'argent flou part vite, l'argent nommé résiste. Le CFPB insiste justement sur l'idée de définir un objectif d'épargne clair et concret, parce qu'un but précis aide à créer l'habitude et à maintenir l'effort dans la durée. Là, tu te dis peut-être, franchement, ça change quoi de lui donner un nom? Ça change tout. Un billet sans mission est vulnérable. Un billet affecté à un objectif devient un soldat. Il a une destination. Tu réfléchis différemment avant de le détourner. Exemple réel de la vie quotidienne. Quelqu'un voit 229 € sur son compte. S'il pense « j'ai de l'argent », il dépense. S'il pense « j'ai 229 € pour mon fonds d'urgence », il protège. Même montant. Sens complètement différent. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Plus ton objectif est émotionnellement fort, plus ton cerveau accepte le sacrifice court terme. Épargner pour être responsable, ce n'est pas très motivant. Épargner pour ne plus paniquer au moindre problème, pour financer un projet, pour gagner en liberté, ça, c'est puissant. 6e astuce. Fais de l'épargne une identité, pas une tentative. C'est probablement le conseil le plus sous-estimé de toute cette vidéo. Beaucoup de gens disent « j'essaie d'épargner ». Non. Tant que tu essaies, tu négocies avec toi-même en permanence. Tu dois commencer à te voir comme quelqu'un qui protège son futur, quelqu'un qui ne dépense pas pour impressionner, quelqu'un qui ne confond pas envie et besoin, quelqu'un qui garde une marge, quelqu'un qui pense plus loin que la prochaine dopamine. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. La gestion d'argent est d'abord une histoire d'identité. Ensuite seulement, c'est une histoire de technique. Si ton identité secrète c'est « je profite, on verra après », alors chaque budget sera saboté. Si ton identité devient « je construis quelque chose », alors chaque choix change. Et la recherche en psychologie financière va dans cette direction. Les personnes épargnent davantage quand leurs objectifs sont alignés avec leur personnalité et leur perception d'elles-mêmes. Regarde la différence. « Je ne peux pas me permettre ça ». Cette phrase crée de la frustration. « Ce n'est pas ma priorité ». Cette phrase crée de la maîtrise. La première te fait sentir pauvre. La deuxième te rappelle que tu choisis. Et ça, c'est fondamental. Parce qu'épargner n'est pas une punition, c'est une décision de pouvoir. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose de manière directe. Le vrai problème de beaucoup de gens, ce n'est pas qu'ils ne savent pas quoi faire. Le vrai problème, c'est qu'ils veulent des résultats financiers sans changer leur comportement quotidien. Ils veulent la sécurité sans discipline, la tranquillité sans structure, la progression sans renoncement, l'épargne sans friction. Ça n'existe pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de transformer toute ta vie ce soir. Tu as juste besoin de mettre en place un système assez intelligent pour que ton ancienne version ne puisse plus saboter ton avenir aussi facilement. Donc, on récapitule. Premièrement, tu épargnes au début, pas à la fin. Deuxièmement, tu chasses les fuites invisibles. Troisièmement, tu attaques les grosses catégories de dépenses. Quatrièmement, tu imposes un délai aux achats impulsifs. Cinquièmement, tu donnes un nom clair à ton épargne. Sixièmement, tu fais de l'épargne une identité. Et maintenant, la partie que beaucoup évitent. Passe à l'action aujourd'hui. Pas cette semaine. Pas quand tu seras motivé. Aujourd'hui. Après cette vidéo,
fais 3 choses. D'abord, regarde tes dépenses des 7 à 30 derniers jours, pas pour te juger, pour voir la vérité. Ensuite, choisis un montant automatique à mettre de côté dès ton prochain revenu, même petit. Enfin, coupe une fuite invisible et une dépense non prioritaire. Une seule de chaque, pas 10. Une seule, mais maintenant. Parce qu'au fond, l'épargne n'est pas juste de l'argent accumulé, c'est de l'anxiété en moins, de la dignité en plus, des choix supplémentaires, du temps gagné, de la pression retirée de tes épaules. Et un jour, tu regarderas ton compte non pas avec honte, non pas avec stress, mais avec respect. Parce que tu sauras que cet argent n'est pas arrivé là par hasard. Il sera la preuve que tu as arrêté de subir, la preuve que tu as commencé à construire. Alors arrête de dire « quand je gagnerai plus, je commencerai ». Commence maintenant et tu seras prêt quand tu gagneras plus. Si cette vidéo t'a parlé, écris en commentaire « je commence aujourd'hui ». Et surtout, choisis une des 6 astuces et applique-la avant la fin de la journée. Pas demain, aujourd'hui.